Eh bien, bonjour à tous et merci au PRCF pour cette invitation. Je n'avais pas pu honorer celle de l'année dernière pour des problèmes sur lesquels on ne va pas revenir. Donc je suis très heureux d'être là à la fête de l'UMA et spécifiquement au stand du PRCF dont je partage bien des combats. Alors qui est-ce qu'on a en face de nous en ennemi? Tous ceux qui viennent à la fête de l'UMA avec leur diversité, la diversité de nos organisations et de nos parcours. On pourrait dire que c'est la République en marche, mais bon, la République en marche, c'est un rassemblement assez sinistre de croutards et d'escrocs divers et variés qui ont profité d'un moment pour accéder au pouvoir et à certains postes, à prébendes ou à des portefeuilles ministériels. Mais le vrai ennemi derrière, c'est ceux qui ont permis cette escroquerie démocratique, cette escroquerie électorale, c'est-à-dire les milliardaires, aussi bien français qu'internationaux, qui sont derrière Macron, et qui, malheureusement pour nous, constitue la seule véritable et efficace internationale fonctionnelle du moment. S'il y a une internationale qui marche, qui est opérante, c'est l'internationale du capital. Et cette internationale du capital a actuellement un ennemi fondamental que sont les États-nations. Je pense aux États-nations des pays puissants, dont la France fait partie, car c'est là que peut s'exprimer encore la souveraineté populaire au travers de la souveraineté nationale. Fadi l'a clairement exposé. Or, nous avons là une offensive généralisée dans toute l'Europe contre la souveraineté nationale par l'entremise d'une des organisations internationales mises en place par l'oligarchie financière mondiale, en l'occurrence l'Union européenne. Et c'est là que j'aurais un désaccord avec le collectif des citoyens souverains, c'est sur la nature de l'État. L'analyse que vous en faites, c'est une analyse d'un État hanté, l'État bourgeois, c'est-à-dire un État où la production capitaliste est nationale et industrielle, ce qui est totalement dépassé depuis les années 80. La bizarrerie, en fait, de notre époque, c'est que, et c'est un clin d'œil d'une ruse de l'histoire assez étonnante, c'est que si quelqu'un est en train de faire dépérir l'État, c'est bien le capital. Selon le mot de Lénine, c'est qu'est-ce que fait Macron à la suite de Sarkozy, à la suite de François Hollande, puisqu'il n'est que la continuation, le parangon de ces politiques qui sont mises en place depuis 30 ans. C'est entre autres la destruction de l'État, à tous les niveaux. Le financement des hôpitaux publics, le financement des routes, le financement des écoles, mais le financement aussi de l'armée, le recrutement des militaires, le financement des pompiers, la justice, y compris les services régaliens, sont détruits par ces gens-là, parce que leur objectif est de détruire cet État qui, encore pour le moment, bien qu'imparfait, est l'endroit où peut s'exprimer la souveraineté populaire. Et tu as rappelé tout à l'heure l'immense camarade Ambroise Croizat, mais enfin, il n'a pas construit la sécurité sociale tout seul, il l'a construit dans le cadre de l'État, financé par l'État, par la cotisation collective, et mise en place par l'ensemble des travailleurs. Les caisses, physiquement, les caisses de cotisation sociale de la sécurité sociale se sont construites avec le samedi et le dimanche, avec des camarades, ou pas nécessairement, des ouvriers qui allaient le week-end pour mettre en place cette sécurité sociale que je rappelle, Denis Kessler, qui était l'ancien numéro 2 du MEDEF, a clairement dit qu'il fallait détruire, parce qu'il leur fallait récupérer ce qu'ils ont perdu en 1945. Donc ce sont des gens, cette élite économique et financière, parfaitement conscients qu'ils sont une classe en soi, et pour soi, et qu'ils ont des intérêts très particuliers contre l'ensemble du peuple. On voit que l'offensive contre la souveraineté nationale se déploie dans toute l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait un référendum quelque part dans l'Union européenne, sur telle ou telle question relative à l'Union européenne, les peuples, qu'ils soient hollandais, irlandais, français, grecs, britanniques, ont voté d'une manière ou d'une autre contre, systématiquement contre.
Or, je disais, Macron est l'incarnation des politiques qui en France se sont déployées pendant 30 ans, des politiques néolibérales inspirées par l'Union européenne. Il l'a lui-même dit lors d'un de ses premiers discours en août 2017, à la conférence aux ambassadeurs, qu'il a répété régulièrement ensuite. Son objectif, c'est la mise en place de la souveraineté européenne. C'est son objectif central. Il est là pour casser la souveraineté nationale et tous les moyens de lutte interne aux nations. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire l'année dernière qui a surpris tout le monde. Personne ou quasiment personne ne l'avait prévu. C'était la révolte des Gilets jaunes. Pour moi personnellement, et je crois pour beaucoup de gens, c'était avec le vote en 2015 de non en Grèce par les Grecs, alors qu'ils avaient subi 6 mois de menaces et qu'ils savaient très bien ce qui allait leur arriver, ils avaient voté non. Et ben l'autre moment militant extraordinaire, ça a été les Gilets jaunes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les Gilets jaunes n'ont été organisés ni par Jean-Luc Mélenchon, ni par Marine Le Pen, ni par aucune organisation, ni même par Vladimir Poutine. Ce qui veut dire que quand même, c'est quelque chose, c'est venu spontanément du peuple, et c'est ça la véritable panique. Et il y a eu un moment de panique en décembre, janvier, du pouvoir. Ils le nient maintenant, ils font les fanfarons, ils ont l'impression qu'ils ont écrabouillé les révoltes. Mais il y a eu un moment de panique. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire, qui s'est passé dès le début et qui recommence maintenant avec le CETA du côté des agriculteurs, y compris des jeunes agriculteurs de la FNSEA. C'est dire à quel point il y en a ras-le-bol pour beaucoup. C'est d'aller murer les permanences des députés. Ou de lancer du papier toilette sur leur maison, ou de chanter ou de crier des slogans quand les députés sortent de leur permanence ou de leur lieu de vie. Alors bien sûr, les médias, principalement tenus par 9 milliardaires, faut-il le rappeler, à 95% en France, n'ont de cesse d'expliquer que c'est antidémocratique, que c'est abominable, que c'est tragique, que vraiment on en revient aux pires violences révolutionnaires, et ils agitent Robespierre évidemment à ce moment-là. Mais en fait c'est extraordinaire, parce que c'est un peu ce qui s'est passé entre le 20 juillet 1789 et le 4 août 1789. C'est ce mouvement de la grande peur totalement spontané où le peuple va s'attaquer à ceux qu'il sait être ses ennemis. Et le peuple naturellement a compris que ses ennemis étaient évidemment les multimilliardaires, les oligarques, mais là, leurs petits représentants, leurs petits marquis, qui ont leur petite zone de pouvoir dans leur circonscription. Et c'est une chose assez extraordinaire que d'avoir vu cela. Donc ça veut dire que s'il y a résistance collective, ça ne peut être que par la lutte, que ce soit celle de l'hôtel Ibis, c'est assez fantastique, c'est de tenir pendant 2 mois. D'ailleurs, soit dit en passant, par rapport à l'État, 2 mois pour l'instant. Bon, on espère que vous avez gagné quand même. Mais c'est cette création de sous-traitance. Là, alors que c'est une Assemblée nationale macroniste, une enquête parlementaire a établi l'année dernière que la première cause de fermeture des PME, c'est le non-paiement des contrats par les multinationales. En fait, il s'est produit quelque chose depuis les années 80, c'est le couper en bout les grandes entreprises afin de reléguer à des petits patrons pas toujours extrêmement puissants, des petites entreprises qui sont sous-traitantes de la grande multinationale qui envoie les bénéfices ailleurs. Donc la résistance, ce sont les luttes, c'est le Télébis, c'est ADP, c'est les hôpitaux, c'est quand de manière absolument délirante dans notre pays on a une faille de souveraineté pharmaceutique. Pendant 2 mois on a manqué de corticoïdes. Là j'ai un nouveau-né qui a 4 mois, on fait la queue pour avoir un vaccin pour je sais plus quoi, mais voilà, il n'y a pas de vaccin. On découvre qu'il n'y a pas de production de médicaments nationale ni européenne. Il n'y a pas. On continue à produire quelques chars nationalement, quoique ça va bientôt terminer, mais on ne produit pas de médicaments. Bref, les luttes sont très nombreuses, aussi Alstom, Laval Group, les retraites, qui va être un moment, je pense, dangereux pour le régime et pour le système. Mais ce à quoi je pense il faut se préparer, dans la diversité, malgré nos différences, nos désaccords sur certains points, c'est à la faille principale du système. Parce que pour le moment, il est très solide. Nous sommes, pour reprendre une phraséologie révolutionnaire, on est dans le creux de la contre-révolution. Pour le moment, ils sont
tellement sûrs d'eux qu'ils font n'importe quoi. Benalla peut venir narguer les gens ici à la fête de l'humanité alors qu'ils devraient être en prison. Mais le système a une faille colossale, c'est son organisation financière qui est de plus en plus, comme le disait le camarade Mao, un tigre au pied d'argile, au pied de papier, pardon, de papier. Nous sommes dans une situation où on a plusieurs bulles spéculatives qui sont supérieures à la bulle spéculative qu'ont représenté les subprimes, qui ont entraîné la crise de 2007-2008, où le système a globalement vacillé. Et nous sommes dans cette situation tout à fait étonnante, où on a des taux négatifs dans les banques centrales. Emprunter rapporte de l'argent. La situation, en fait, au fond, est d'une telle panique. La panique, c'est quoi? La panique, c'est que, pour reprendre, Georges Gastaut le connaît bien en tant qu'un des meilleurs spécialistes nationaux de la pensée de Karl Marx, on a une baisse des tendanciels des taux de profit et une surconcentration du capital, qui fait que c'est moins en moins rentable. D'où ce déversement d'argent gratuit qui ne peut nécessairement, à un moment donné, que s'effondrer. Et quand il y a une crise, et si elle est pire qu'en 2007-2008, et qu'il y a faille systémique, c'est-à-dire que les banques s'effondrent, c'est là qu'on doit tous être prêts pour collectivement prendre le pouvoir et changer de monde. Voilà.